swaying back and forth. Yeah, we swaying back. Yeah, we swaying back. Yeah, we swaying back. Swaying back. Yeah, we swaying back. Yeah, we swaying back. Yeah, we swaying back. Yeah, we Donc Grégoire Quentin, là, je crois qu'après cette vidéo, moi j'ai une question, c'est comment arrive-t-on à un tel projet? Toc toc. Donc là le projet que vous avez vu avec le robot, c'est donc un projet du collectif d'Ardex Mort de Faim. Je vais faire un petit brief sur le collectif. Donc du coup en fait le collectif réunit en fait à peu près 4 artistes. À la base on s'est rencontrés au Beaux-Arts à Aix-en-Provence, dont on est sorti en 5e année il y a 4 ans. Et on venait de différents milieux, donc il y en avait qui faisaient de la sculpture, d'autres plus axés sur la peinture. Et on s'est retrouvé finalement dans le multimédia en se disant, ben, là il y a un endroit sur lequel ben, c'est super important qu'il y ait des artistes qui puissent intervenir, puisqu'actuellement, ben, voilà, qu'on soit dans un supermarché ou dans une gare, il y a du multimédia absolument partout. Donc on s'est dit, c'est vraiment l'endroit sur lequel c'est intéressant d'intervenir actuellement et sur lesquels il faut faire passer du sens et du contenu. Donc par rapport à cette pièce, comment on arrive à une idée comme ça, je ne sais pas trop, mais en tout cas on y arrive. Et après, ce qui était plus compliqué pour nous, c'était comment arriver à la réaliser. Et donc c'était vachement bien de pouvoir prendre un mois de résidence à la maison numérique et de pouvoir bosser avec des gens qui sont super aptes à réaliser ce genre de trucs, comme Grégoire qui fait beaucoup d'électronique, Julien Marodosa qui s'est occupé de toute la partie liée à l'intelligence artificielle et au capteur en fait, du robot, et Yvan Chabanot qui lui s'est occupé de tout ce qui était tracking. Donc voilà, c'était un temps fort sur lequel il y a eu plein d'échanges et plein de... Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu justement comment fonctionne ce robot? Parce que il faut peut-être rappeler qu'il est piloté par des poissons rouges. Alors, par un poisson rouge, donc l'idée du robot, en fait, c'est vraiment créer une prothèse pour permettre à un poisson rouge de circuler dans un univers terrestre. Donc, c'était vraiment sur cette idée de prothèse qu'on est parti et on avait envie de la mener à bien. Et sans rentrer dans les détails trop techniques, le poisson prend le contrôle de la machine, on observe ses mouvements, on regarde dans quelle direction il veut aller, et on transmet ça au système de contrôle des moteurs qui reproduisent le même mouvement, donc il se déplace comme le poisson se déplacerait avec un système de cibles vers lesquelles il va aller, puis quand il atteint sa cible, il en choisit une nouvelle, etc. Tout en contournant les obstacles et les gens qui pourraient se trouver sur son passage. Fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Vous non? Donc j'imagine que ça a dû mobiliser une certaine ingénierie et beaucoup de moyens, parce que ça ne va pas être évident de pouvoir monter, vraiment donner sa liberté à un poisson. Moi je trouve ça assez formidable. Oui, effectivement. Alors on n'était pas trop de 3 pendant 1 mois et demi pour réussir à faire ça. Parce que on était donc quand même, chacun avait un petit peu sa partie de sa spécialité, comme Quentin l'a dit. Et voilà, 3 à fond pendant 1 mois. Et justement, quelle a été la vôtre plus précisément dans ce projet-là? Alors moi j'étais surtout sur l'électronique, donc en fait on est parti d'une base qui est donc un fauteuil roulant pour handicapés, qui est quelque chose de tout fait, qui fonctionne, qui est très sécurisé pour éviter des incidents, ce qui est normal. Et on a dû détourner ces sécurités
pour pouvoir prendre le contrôle véritablement du moteur, du robot. Moi, je me suis chargé de cette partie-là. Donc, on va appeler ça du hacking, c'est-à-dire qu'on a détourné la fonction première de cette machine pour en faire quelque chose d'autre. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques d'électronique parce que ça va être très long et très compliqué. Non, mais ça a l'air en tout cas assez passionnant, même d'abord de détourner un fauteuil roulant. Moi, je trouve ça, c'est vrai que c'est assez particulier, quoi. Je sais pas, peut-être une réaction. Je suis le relanceur de. Ça vous évoque rien, vous cette. On a un bon client, merci. Non, mais là, c'est très intéressant parce que le poisson rouge, on sait très bien qu'il a 2 secondes de mémoire. Non. Vous lui avez prolongé une mémoire nos limites, on va dire. Et moi, je voudrais aussi bien savoir le nom du poisson rouge. Alors, on avait plusieurs poissons rouges, donc on ne les a pas nommés, dans la crainte de devoir s'en séparer rapidement ou de les perdre dans un accident. Comment il s'appelle celui-là? On lui a pas Non, trouvé de nom. c'est sûr. Max nous a proposé tout à l'heure un poisson nommé Vandale. Enfin, je crois qu'il y a quelques jeunes artistes aussi dans le public. Qu'est-ce que vous évoque ce type de travail? Parce que c'est vrai qu'on a, là pour le coup, c'est vrai qu'on voit l'artiste un peu bidouilleur. Vous parliez tout à l'heure de hacking, de détournement de machines. C'est un peu votre spécialité aussi, je crois. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de votre travail qui reprenaient un peu le même principe? De hacking, oui, tout à fait. Pour revenir un petit peu aux sources du terme, en fait, quand on parle hacking, la plupart des gens pensent on va dire au piratage informatique, à ce genre de choses. C'est pas exactement ça, et nous on considère le terme sous un autre sens, qui est celui de détournement créatif. C'est-à-dire qu'on va s'approprier des connaissances qui ne sont pas nécessairement des connaissances technologiques, ça peut être du macramé, de la broderie. C'est vraiment juste une démarche d'appropriation et d'après de retransmission de connaissances. C'est-à-dire qu'on fait après recirculer le fruit de ce qu'on a appris. Il y a des grosses communautés, surtout par Internet, forcément, de gens qui font ça, qui vont acheter des machines qui sont bien fermées, bien sécurisées, les ouvrir, voir comment ça marche, et puis après dire à tout le monde, ah ben voilà, ce truc-là, on a trouvé que en faisant ça et ça, on pouvait le transformer pour en faire autre chose. Donc cette dimension vraiment d'appropriation et de communication, elle est très importante. Après, c'est effectivement très lié à la sphère technologique, pour des raisons historiques et puis de communauté. C'est surtout les geeks un peu qui font ça, quoi. Voilà. Après, pour donner un exemple, je sais pas, un des hacks les plus simples que j'ai pu faire, c'était de récupérer un trackpad d'ordinateur. Donc, vous voyez le petit truc là, voilà, le petit machin sur lequel on balade son doigt, qui était démonté, éclaté, que j'ai essayé de refaire fonctionner ou brancher pour voir ce que ça allait faire. Et j'ai branché la sortie, donc là où normalement les données sortent, sur un haut-parleur. Donc pas du tout la fonction première du truc. Et en fait, en baladant son doigt sur le pad, les données qui passaient étaient différentes et le son qu'on entendait était donc différent. Et ce qui était à l'origine un dispositif de pointage aux technologies devenait un instrument de musique un peu rythmique dont on pouvait jouer très facilement et très instinctivement en tapotant, en baladant son doigt dessus, par exemple. Là, vous êtes artiste, bidouilleur, technicien aussi, parce qu'il faut avoir quand même une connaissance pointue des outils que vous utilisez. Est-ce qu'il vous arrive aussi, comme d'autres artistes, de travailler plutôt avec des techniciens ou avec des ingénieurs? Ça s'est fait aussi? Moi, personnellement, pas vraiment. J'ai plutôt tendance à travailler tout seul et j'ai aucune formation technique. Je suis véritablement autodidacte là-dessus. Mais oui, ça se fait beaucoup. Après, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, quand on a une idée d'une pièce, qu'on cherche à la réaliser, il y a un peu les deux positions qui sont possibles, soit de déléguer la réalisation technique, mais à ce moment-là, on en perd un petit peu la maîtrise, soit de tout faire tout seul, mais on peut un peu se retrouver la tête dans le sable sans voir ce qui se passe autour et perdre un petit peu le fil. Et c'est vrai que travailler en collaboration, comme on l'a fait, c'est une très bonne solution parce que les idées circulent, les choses prennent forme beaucoup plus facilement et beaucoup plus dynamique. Je sais pas si. Voilà. Non, c'est vrai que par rapport justement à la question sur la place de l'artiste aujourd'hui par rapport à sa production, c'est vrai qu'on parle beaucoup de protocoles. Donc la plupart des artistes qui travaillent justement dans les nouveaux médias, finalement, ont des idées
et se font réaliser en fait ces idées. Là, l'idée, c'est vraiment de créer, par le biais en fait, de cette maison numérique, une espèce de laboratoire dans lequel justement les idées et les savoir-faire vont venir se mêler et s'échanger. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment une relation avec le public qui vient régulièrement parce que c'est vrai que présenter une œuvre comme celle-là, on se dit, on va pas chercher à quoi ça sert, c'est juste beau, enfin, c'est juste intéressant et assez inédit. Justement, est-ce qu'il va y avoir une relation avec le public régulier? Est-ce qu'on va pouvoir lui en parler? Ben, tout à fait. En fait, comme disait Romain tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse vraiment au niveau de cet art numérique, c'est le fait de quelque part essayer de démocratiser en fait l'art contemporain et de le rendre plus accessible, plus axé sur des choses qui sont souvent plus populaires d'ailleurs, et avancer comme ça. Donc par rapport au public, justement, comme le disait Romain tout à l'heure, on donne des cours dans différents collèges de la région qui sont en fait des ateliers d'initiation et de découverte de l'interactivité et de l'art numérique. Et très rapidement, d'ici quelques semaines, on va pouvoir les réaliser dans le cadre de la maison numérique. Et vous, Grégoire, qui allez être là donc à l'année, je crois, en résidence à l'année, est-ce que vous avez des perspectives de partage avec un public, essayer de faire partager un peu votre travail, vos expériences de hacking dans le cadre de rencontres avec ce fameux public régulier qui viendra à la maison numérique? Je vais avoir déjà un premier rendez-vous avec le public au Festival Gamers, et où je vais avoir une pièce personnelle qui sera présentée. Et après, j'espère pouvoir rencontrer le public de façon plus régulière, peut-être plus quotidienne, ou en tout cas, ça reste un lieu ouvert où les gens sont invités à venir voir le travail évoluer, le travail se faire ou pas se faire, ou échouer. Ça peut être une bonne rencontre avec le public que de voir justement tout ce processus de création. Quelqu'un posait tout à l'heure la question du temps que ça prenait de faire une pièce. Et c'est une relation à l'art qui peut être intéressante de désacraliser un petit peu cet aspect. On voit 2 minutes quelque chose qui reste un petit peu distant comme ça. Là, c'est aussi cette proposition qui est faite de rentrer dans l'atelier. Et par rapport à ça, en fait, sur le mot désacralisation, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça s'applique aussi bien à l'art contemporain qu'aux technologies numériques. C'est-à-dire que la plupart des gens, par exemple, ne savent pas ce qu'il y a dans un clavier d'ordinateur. Là, on prend un tournevis, on le démonte, on l'ouvre, on tire des fils, on fait des tests, on met un peu de salive sur son doigt pour regarder s'il y a des contacts ou pas. Et ça se fait de façon super simple, où il n'y a pas vraiment de connaissances requises pour pouvoir commencer à bidouiller et à faire de la création au niveau du numérique. Donc c'est vrai que c'est une pratique artistique et culturelle innovante, inédite. C'est vrai que dans le public, il y a d'autres types de propositions d'offres culturelles, le spectacle vivant, la musique aussi. Peut-être, vraiment, j'essaye de vous relancer pour avoir un petit peu de lien avec le public, c'est le côté participatif. Comment vous voyez justement ce type de propositions qui arrivent sur le patio et qui commence à prendre de la place et on espère qu'il va mobiliser aussi un public qui n'est pas... qui n'était pas au départ demandeur, et on a l'impression de commencer à faire venir l'offre pour que ça devienne après indispensable. Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas une approche, comment dirais-je, très sensible. C'est une question, je pense, de génération aussi. Hein, parce que moi, l'ordinateur... Non, mais par contre, c'est par rapport à la machine, ce que je trouve intéressant, c'est de travailler sur l'improbable et que ça ne serve à rien. Et moi, je trouve que c'est pour ça que de désacraliser les choses, moi, j'aime bien qu'il y a des choses qui sont des mystères. On n'a pas besoin de toujours comprendre. Alors, parce que je crois que l'art aussi, moi je parle en général, l'art doit être un mystère et il doit servir à rien. C'est comme apprendre le grec, le latin. On dit on veut supprimer ça à l'école et que c'est bien parce qu'en fait, ça forme, ça forme un état d'esprit. Moi, j'adore voir ces choses, mais c'est vrai que c'est pas ma première sensibilité et je veux bien. Peut-être c'est à force de fréquenter aussi des choses, mais moi je pense que ce qui est bien, c'est l'improbable. Et cette machine, ça me plaît beaucoup. C'est improbable, ça sert à rien, mais c'est très poétique.
Ah, moi, je trouve ça merveilleux de voir ce petit poisson. Et bon, et puis, ça me fait penser, quand on a envoyé des machines dans Mars, tu te dis comment on fait pour ramasser un petit caillou pour revenir avec. Et en fait, bon, ce qui me touche, ce poisson, c'est de le voir là, et il y a une certaine poésie. Voilà. C'est vrai que Grégoire est une vieille connaissance d'M2F, puisque vous avez été des précédentes éditions aussi sur Gamers. Vous avez été aussi, je crois, vous avez été sur plusieurs workshops à l'école d'art d'Aix-en-Provence. Tout à fait, on était à l'école ensemble même. Et donc moi, plutôt que de dérouler une bio qui commence à s'allonger, qui commence à être voilà, avec le temps et l'expérience, moi ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble un sujet sur son travail. C'est mon lancement.